Le matin commença comme tant d'autres, et pourtant chaque détail portait le poids d'une fin annoncée. Antoine Marchand prit le temps de préparer son café comme s'il voulait retenir la journée plus longtemps. La tasse fumante dans ses mains, la chaleur qui grimpait jusqu'à ses paumes, la machine à café qui ronronnait comme une vieille sirène domestique. Demain, il rendrait l'uniforme. Demain, il n'entendrait plus le bourdonnement des postes radio, ni les ordres transmis à voix basse dans les couloirs, ni ces silences pleins d'attente sur les lieux de drame. Il avait fait une liste de petites choses qu'il croyait pouvoir savourer. Un chalet isolé près d'un bois, un banc où lire au soleil, des légumes à cultiver en terre propre, des boîtes à ranger qui ne lui rappelleraient plus aucune affaire. Aujourd'hui, il allait voir la maison. Il l'avait visitée sur plan, il avait signé des papiers, il s'était persuadé que cette maison serait le pont entre une vie de service et quelque chose de simple, presque sans douleur. La route qui menait à la propriété coupait la campagne comme un trait oublié. La maison, posée sur un terrain un peu en retrait, avait le regard d'un grand-père fatigué. Volets rongés par le soleil, façade craquelée, glycine qui s'agrippait à des pierres. Antoine gara sa voiture près du portail, fit craquer ses articulations et prit la clé qu'on lui avait fournie. Elle était lourde. Il aimait les clés lourdes. Elles avaient une promesse de fermeté, de limite. La porte d'entrée céda avec un soupir. L'air à l'intérieur était froid et sec, chargé d'une odeur de poussière ancienne, de carton mouillé et de feuilles mortes. Il alluma sa lampe de poche automatique, plus pour la routine que par besoin. Les premières pièces lui parurent immobiles, comme des photos jaunies. Des fauteuils recouverts de draps, une cheminée pleine de cendres, des tasses sèches sur une table basse. Personne. Rien qui justifie un frisson d'alerte. Juste le silence d'une maison laissée à l'abandon. Puis, dans le couloir, une petite main frappa 3 fois contre la porte d'une chambre, comme si elle appelait à la vie. Antoine s'arrêta. Ce bruit était minuscule et irrémédiablement humain, un signal d'alerte que ses années de service rendirent instantanément précis. Il s'approcha, la lampe dans sa main. La porte tournait, la porte s'ouvrit sur une obscurité mouillée d'ambre, et là, dans un recoin de la chambre, niché contre un mur jaunâtre, un garçon était assis, replié sur lui-même. Frédéric avait peut-être 10 ans. Sa silhouette était petite, trop petite pour la pièce. Ses habits étaient tachés et usés. Sa peau pâle avait cette teinte de gens qui ne voient pas souvent le soleil. Ses yeux, quand ils rencontrèrent la lumière du faisceau, furent d'abord surpris, puis méfiants. 2 billes qui cherchaient à comprendre si l'homme était ami ou danger. Il tenait serré contre lui un cahier griffonné qui semblait être tout ce qu'il possédait. Antoine sentit ses épaules se raidir, non pas par surprise, mais par la précision mécanique d'un réflexe appris. Il mit sa lampe de côté, rabattit son couvre-chef et s'agenouilla. Il garda ses mains visibles, paumes ouvertes. Il parlait doucement, non pour l'enfant, mais pour lui-même, pour se rappeler les mots simples. « Je m'appelle Antoine. Je suis policier. Tu n'es pas seul. » Frédéric resta muet. Sa bouche était sèche, il n'émettait qu'un souffle, comme si parler risquait de rompre quelque chose fragile. Sa main, qui tenait le cahier, tremblait. Antoine vit le dessin à la couverture, une voiture qui s'éloignait, des lignées pressées pour la route, un bout de ciel en haut. Ce dessin si simple le toucha plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Il y lut une histoire silencieuse, un départ, un oubli. Dans la cuisine, il y avait des bouteilles vides, une odeur de graisse rance. Antoine alla chercher de l'eau. Une pomme se trouvait sur une étagère comme par miracle moderne. Il la coupa en 2, tendit un morceau au garçon. Frédéric prit la nourriture comme si ses doigts n'avaient plus appris ce geste. La pomme avait la saveur d'un bonheur presque oublié, acidulée, un peu terreuse. L'enfant la mordit lentement, la mâcha comme pour vérifier si le monde pouvait encore être comestible. La lumière du jour venait en mince lanière par des rideaux déchirés. Antoine observait les détails comme on lit des preuves invisibles. Une assiette distincte dans l'évier, une marque de brûlure sur un mur à hauteur d'enfant, une chaise trop usée près d'une table trop petite. Des objets déplacés, un lit trop étroit pour 2. Des choses qui racontent, sans jamais être violentes dans leurs mots, que la maison avait servi de frontière. Il appela le 17. La voix au bout du fil prit des renseignements, nota la localisation. « Enfant potentiellement abandonné », murmura-t-il. Il prit le garçon par l'épaule, avec la douceur qu'on réserve aux blessures dont on ne connaît pas la forme exacte, et l'entraîna hors de la chambre. Frédéric suivit, d'abord hésitant, puis comme tiré par une curiosité douloureuse. Son corps avait des automatismes que la peur avait enseignés, se recroqueviller, ne pas fixer trop longtemps, garder la main sur ce qui reste à soi. Dans le salon, Antoine observait les traces. Sur une étagère, sous un tas de chiffons, il trouva une boîte métallique. Elle était scellée, mais le couvercle avait l'air d'avoir été forcé. À l'intérieur, un amas de petites choses brillait, bijoux froissés, pendentifs, des pièces de valeur qu'un regard profane n'aurait peut-être pas cru lier entre elles. À côté, un carnet couvert de poussière. Il ouvrit le carnet, feuilleta,
des dates, des noms, des notes à l'écriture tremblée. Une ligne écrite plusieurs fois revenait, comme un écho. Pour les enfants, une promesse. Puis, plus bas, des noms raturés. Antoine sentit son estomac se nouer. Des indices s'alignaient dans son esprit avec la lenteur sûre d'une mécanique qu'il connaissait bien. Possession, appropriation, un fil qui partait d'ici et menait ailleurs. Il posa le carnet dans un sac de preuves, prit des photos avec le téléphone du commissariat, documentant chaque angle, chaque reflet. Il laissa la lampe allumée, comme s'il pouvait défier la poussière à redevenir lumière. La première équipe arriva vite. Pompiers, ambulance, équipe médicale. On enveloppa Frédéric, en passa un stéthoscope, on prit sa tension, on constata la déshydratation, les signes d'un manque prolongé. Il l'emmena à l'ambulance, une couverture posée autour de ses épaules fines. Avant de partir, l'enfant tourna la tête et chercha Antoine du regard. Il posa la main sur la manche du commissaire, comme pour tester si ce contact appartenait au réel. « Merci », dit-il d'une voix si faible qu'il aurait pu être le vent. Antoine resta seul dans la maison, entouré du silence plus rude encore après le départ de l'ambulance. Il parcourut les pièces une à une. Chaque objet disait quelque chose de retrait. Une boîte de médicaments périmée, un ticket de caisse daté d'il y a des mois, une lettre à demi cachée sous un tapis. Il trouvait des éléments qui semblaient ordinaires à qui ne cherchait pas à lire les conséquences. Une carte d'identité avec un autre nom, des clés qui n'ouvraient aucune porte dans la maison, une lettre adressée à Monsieur et Madame Valence. Ce nom ne lui disait rien, mais il savait que les papiers, quand ils étaient fins, portaient souvent la vérité à la fin. Son téléphone vibra. C'était Marc, son adjoint, celui qui avait promis de lui remettre le dossier qu'il avait clos avant de passer ses fonctions. « On te soutient, chef », dit la voix. Antoine répondit d'une phrase courte, volontairement sèche. « Ne bougez pas les éléments. » Au fond, il ne voulait pas que l'on dénature la maison, qu'on efface l'état brut dans lequel il avait trouvé la vie de ce garçon. En fouillant l'arrière-cuisine, il posa le pied sur une planche qui grinça différemment. Le son n'était pas tout à fait le même que celui des autres lattes. Il appuya, sentit la faiblesse sous son poids, et sans préméditation, poussa de la paume. La planche bascula. Un trou étroit apparut, menant au noir. Une odeur de renfermé, métallique, monta aussitôt. Il alluma sa lampe frontale et se pencha. Descendre sans protection aurait été imprudent, et Antoine n'était ni fou, mais impétueux. Il chercha une échelle, trouva une corde, arrangea une petite sécurité. Il murmura maladroitement une annonce dans son talkie-walkie. Un accès sous plancher, possible cache. L'adrénaline monta, lente, comme celle qui accompagne une vieille blessure qu'on rouvre sans le vouloir. La trappe donna sur un espace étroit, taillé en profondeur sous la maison. Il y descendit, les genoux craquants, le souffle court. Les murs étaient couverts d'une suie fine, des coffres alignés, des caisses scellées. Des objets enveloppés dans du tissu. Une lueur de torche révéla des plateaux dorâtres, des montres anciennes, des photos en noir et blanc que le temps avait décolorées, mais qu'on distinguait toujours. Un couple souriant devant une voiture enfin achetée, deux enfants tenant une glace dans un été disparu. Parmi les photos, une attira son regard. Une femme aux traits rieurs, tenant dans ses bras un petit garçon. Un enfant qui ressemblait beaucoup à Frédéric, mais plus jeune, avec des joues rondes encore. Sur le bord de la photo, une date griffonnée. Antoine sentit le monde rétrécir autour d'une logique implacable. Ce n'était pas seulement de l'accumulation, c'était une collection d'objets qui parlaient d'histoires volées, d'appropriations faites en silence. Il trouva dans une caisse un carnet en cuir, solidement fermé. À l'intérieur, des lignes, en lettres serrées, des phrases qui semblaient avoir été écrites pour être cachées. Le doigt d'Antoine effleura un nom, un vrai nom, et dessous, l'adresse d'une petite famille citée dans des archives qu'il avait oubliées, des faits divers non résolus, des dossiers passés sous silence. Les dates collaient au moment où des familles avaient disparu dans la région, des disparitions qui s'étaient à l'époque conclues sur des recherches infructueuses. Il sentit l'appel du devoir monter comme une marée. Les pièces étaient là, alignées comme des preuves qui imploraient reconnaissance. Il téléphona et demanda un scellé pour la cave, l'envoi d'une équipe de terrain spécialisée. Les mots qu'il prononça furent mesurés. Il voulait que personne ne touche à rien, que l'intégrité de la découverte soit préservée. Pourtant, dans le fond de lui, quelque chose d'autre se raccrochait à ce trésor. L'idée d'une vérité contraire aux apparences, plus cruelle, plus méticuleuse que les habitudes d'une ville tranquillisante. Les heures passèrent comme des coups sourds. L'ambulance avait emmené Frédéric à l'hôpital pour des soins et des examens. Les médecins avaient parlé d'un état de carence multiple, d'une dystrophie sociale plus qu'un mal physique particulier. Ils firent des prélèvements pour établir une traçabilité, des empreintes, et appelèrent la cellule de protection de l'enfance. Les protocoles se mirent en marche. Antoine, de sa part, organisa la scène, consigna, prit des clichés vivants de tout. Il rédigea des notes. Il sentit les gestes familiers de traversée. D'abord l'efficacité, puis la conscience du poids moral qui s'ajoutait à chaque action. Dans le véhicule qui le ramenait au commissariat pour rédiger ses premiers rapports, il pensa à la maison qu'il aurait voulu avoir, aux carottes à planter, aux bancs en bois sous la lumière du matin. Il se surprit à reconsidérer le mot « retraite ». Avait-il imaginé la retraite comme une ligne droite où l'on efface tout et on s'en va?
Ou bien la retraite était-elle une mutation, un autre service dont il n'aurait pu prévoir la forme? Le visage du garçon revenait en image, comme une photo qui se développe. 2 jours plus tard, l'enquête commença à rapprocher les points. La banque de données fit correspondre la photo trouvée avec un ancien dossier de disparition non élucidé. Un courrier trouvé dans la maison mentionnait des donations anonymes, des factures sans date et un aveu, à demi effacé, qui attestait d'échanges de biens entre personnes maintenant disparues. Antoine passait des heures à lire, recouper, téléphoner. Il consultait des anciens dossiers, évoqua des noms sur lesquels il avait enquêté au début de sa carrière. Les pièces du puzzle n'étaient pas encore réunies, mais la bordure était posée. Entre-temps, Frédéric parlait par petits morceaux. Les flashbacks qu'il offrait n'étaient pas narration complète, mais des éclats, une assiette distincte posée à l'écart, une gifle qui laissait plus d'humiliation que de douleur, un lit qu'on lui disait d'appeler sa chambre, comme si nommer l'espace pouvait en modifier la teneur. Il dessina souvent la voiture s'éloignant, encore et toujours la même image, une caisse, 4 roues, une route qui disparaît derrière. Cette image devint pour Antoine un leitmotiv, un signal d'alarme qui se répétait dans chaque élément de preuve. Les noms des personnes qui avaient occupé la maison depuis les événements anciens remontèrent. Soraya, une femme au nom doux et à la réputation de ménagère, apparut dans les archives sous plusieurs statuts, gouvernante, aidante, puis tutrice autoproclamée. Pierre, qui se présentait comme jardinier, avait des antécédents de violences domestiques mais aucune condamnation solide, des plaintes abandonnées, des témoins intimidés. Clara, adolescente d'une 20aine d'années, avait été repérée sur des photos de famille comme une amie de la maison, toujours présente au bon moment, mais difficile à situer officiellement. Ces noms formaient une constellation de complicité possible. Antoine fit rédiger des convocations. Il s'assura que l'équipe suive un protocole strict. Il connaissait les risques d'un dossier aussi sensible. La tentation d'arracher des aveux rapides, la précipitation publique, la médiatisation qui transforme des vies en performance. Il voulait justice, oui, mais il voulait d'abord vérité. Les sanctions viendraient après la certitude factuelle. Un soir, alors qu'il faisait le tri dans les papiers saisis, il tomba sur une lettre repliée, cachée dans la doublure d'un manteau. L'enveloppe portait un timbre d'une autre ville. La lettre n'était pas adressée aux occupants, elle était écrite à la 3e personne, comme si son auteur relatait des instructions. « Vendeuse de rêves », disait-elle en en-tête. Dans le corps du texte, des clauses sur des transferts d'identité, des indications sur la falsification d'actes de naissance, des signatures affranchies. Quelqu'un avait pris le temps d'ériger un mécanisme froid et cohérent pour transformer des existences en biens échangeables. La découverte fit vaciller Antoine. Il pensait avoir vu beaucoup de choses dans sa carrière, trafic, mensonges, extorsion, mais jamais il n'avait été confronté à une machine à créer des identités comme on compose un catalogue. La logique du commerce appliquée à la vulnérabilité poussa sa colère vers un silence profond. Les coupables, s'il y en avait, ne se contentaient pas de négligence. Ils transformaient la vie d'un enfant en marchandise. Il y eut des interrogatoires, d'abord informels et prudents. Soraya fut contactée sur un motif de simple identification. Elle se présentait comme une femme ordinaire, effacée, la voix basse. Quand on évoqua Frédéric, elle tressaillit. Pierre, en revanche, eut des réactions plus brutales. Dénégation, colère, puis un silence. Clara répondit par des demi-mots, son regard fuyant. Les trois semblaient liés par des habitudes communes, mais l'enquête demandait des preuves, des traces matérielles, des comptes bancaires, des transferts. Antoine savait que son instinct pouvait être juste, mais que la loi nécessitait des preuves. Une perquisition autorisée permit de faire des constats supplémentaires. Des objets saisis dans la cave, des bijoux, des documents furent envoyés à l'analyse. Les comptes bancaires hautement discrets révélèrent des mouvements étranges, des dépôts en liquide, des achats discrets. Un notaire contacté certifia la présence d'actes falsifiés. Les procédures suivirent leur cours. Antoine, qui était pourtant censé l'être proche d'un dernier jour tranquille, se retrouva au centre d'un dossier qui réveillait des morts et déterrait des mensonges. À l'hôpital, Frédéric reprenait petit à petit du poids, au moins en apparence. On lui accorda une chambre dans un pavillon protégé, des soins nutritifs, un suivi psychologique. Il gardait son cahier contre lui. Ses dessins s'étaient multipliés. La voiture, toujours, parfois une maison, parfois des mains qui se tendent. Quand la psychologue lui demanda de décrire un souvenir heureux, il parlait d'un repas simple, où on lui avait donné du pain frais. La simplicité de l'image acheva d'arracher une émotion à Antoine. Combien de vies se jouent autour d'un simple geste de bonté? Les jours suivants, la presse commença à flairer l'affaire. Antoine se trouva contraint à ménager le flot d'informations. Il refusa d'instrumentaliser Frédéric. Il refusa de transformer la souffrance en spectacle. Les médias spéculèrent, parfois cruellement, parfois avec une candeur qui irritait le commissaire. Il avait appris à garder la douleur d'autrui distante, non par froideur, mais par respect. Il ne la détaillait pas, il la protégeait. Une analyse des papiers saisis donna une confirmation brutale. Un acte de naissance falsifié, une signature habituellement rattachée à un notaire de la région. Une témoin, recoupée,
confirma qu'une transaction s'était déroulée il y a des années, un transfert d'un bien immobilier en échange d'encaisse anonyme. Les motifs se tissaient, appropriation de biens, détournement, et derrière tout cela, des actes qui laissaient des vies brisées, comme des objets cassés. Antoine passa des nuits à penser au dessin de la voiture. Il le comparait aux photos, aux dates, aux lettres. Tout semblait remonter à une même direction, un réseau local qui savait profiter du silence. Son dernier jour proche cessait d'être un horizon paisible. Il devenait le seuil d'une mission inattendue, l'aube d'une seconde carrière involontaire, non plus faite de patrouille ou d'ordre, mais de tutelle, d'écoute, de présence. Lors d'une perquisition complémentaire, on découvrit un carnet intime enfoui dans la doublure d'un matelas. Les premières phrases, griffonnées d'une main tremblante, énonçaient des banalités domestiques. Puis le ton devint plus sombre, les mots plus rapides. Une entrée datée revint plusieurs fois dans l'esprit d'Antoine. Ils ne comprendront jamais ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui ne vous appartient pas. La phrase n'était pas une justification, c'était une confession muette, une culpabilité qui s'accrochait à la peau des pages. Entre les lignes, des allusions à des accidents, à des erreurs fatales, à des disparitions qui avaient été rangées comme des malchances. Le carnet n'était pas une preuve de meurtre, pas encore, mais il montrait un esprit qui rationalisait l'inacceptable. Une demi-heure avant la tombée du jour, Antoine retourna à la maison. Il voulait voir encore une fois le plancher qu'il avait ouvert, la cave où il avait senti des objets respirer l'oubli. Sous la lueur d'une lampe, il se pencha, ouvrit une caisse scellée. À l'intérieur, il trouva un petit paquet de lettres liées par une ficelle et, en surface, un objet qui fit frissonner sa conscience, une médaille d'identité d'un centre d'enregistrement pédiatrique daté d'il y a 10 ans. Le nom sur la médaille était le même que celui d'une mère portée disparue depuis une décennie. Il prit la médaille comme on prend une preuve d'accusation. Le son métallique résonna comme une sentence. Il passa la médaille sur son doigt, comme pour sentir si elle était encore chaude de la vie de quelqu'un. Puis il entendit le frémissement d'une feuille de papier, une inscription au bout de ses yeux fatigués, et, dans l'écriture serrée d'une des lettres, un détail qui changea la perspective, une notation, un code, une adresse ancienne d'un coffre en Bork. L'ensemble prenait une forme. Ce qui avait commencé comme une visite de retraite devenait une déchirure du passé, un réveil de vérité que certains avaient soigneusement enterré. Il leva la tête vers la lumière unique qui filtrait du plafond, goûtant l'odeur de poussière, de bois humide et de papier. Au loin, dans la nuit qui s'installait, les lumières du village s'allumaient comme des points de compassion. Antoine sentait la tension dans ses épaules, cette vieille tension qui l'avait accompagné pendant 32 ans de service. Il se souvenait du serment, de la promesse de protéger ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. Il glissa la médaille et les lettres dans un sac scellé. Il verrouilla à nouveau la trappe. Mais avant de reboucher le plancher, il posa la main au bord de l'ouverture et fit un geste presque instinctif. Il prit le cahier de Frédéric, celui qu'il avait pris pour un instant, et y écrivait, avec une écriture plus soignée que la sienne ne l'aurait cru, « Je m'appelle Antoine, je suis là, tu as le droit d'être en sécurité. » Puis il posa le cahier à l'endroit où il l'avait trouvé, comme pour offrir un signal, un repère. En remontant, il sut que rien ne serait comme il l'avait rêvé. Demain, sa retraite n'aurait pas le goût du café tranquille dans un jardin encore à faire. Son dernier jour venait de se transformer en commencement. Il en prit conscience avec une émotion qui n'appartenait ni tout à fait au métier, ni tout à fait à la vie privée, une responsabilité qui se faisait intime. Sur le perron, il regarda la maison une dernière fois avant de repartir vers la ville. Les volets baignaient dans une lumière rouge, la silhouette de la bâtisse se découpait contre le ciel qui s'assombrissait. Dans sa poche, son téléphone vibra avec un message venu du laboratoire. Les premières analyses confirmaient l'authenticité de plusieurs documents. Un nom revenait, gravé en filigrane dans chaque découverte. Valence. Antoine prit une inspiration lente. Dans son expérience, les noms étaient des leviers. En prononcer un dans la bonne oreille pouvait faire bouger tout un système. Il appela son adjoint. « Marc, prépare les équipes. Nous n'avons pas une affaire ordinaire. Ce n'est pas seulement un enfant retrouvé. Je veux un mandat pour approfondir les recherches bancaires, la liste des transferts et, s'il le faut, des fouilles supplémentaires. » Sa voix était ferme, mais à l'intérieur, un écho plus doux résonnait, la promesse faite à un garçon qu'il ne connaissait pas encore. Le lendemain, les premières ombres de la vérité allaient se tendre sur les coupables. Mais à cet instant, alors que les dernières lueurs du jour s'effaçaient, Antoine pensa à la main frêle de Frédéric, à la pomme trempée de la première bouchée, au dessin de la voiture qui partait, et il sut que quel que soit le verdict des tribunaux à venir, il ne pouvait pas se résoudre à laisser ce garçon seul dans l'ombre d'une maison pleine de secrets. Sa retraite attendrait, il avait une autre vocation à tenir. Il referma le dossier sur la table de son bureau, l'appela Valence,
périmètre 12, et y plaça les éléments saisis. Dehors, le vent fit monter un mot dans les branches, la nuit prit la place, et dans la cave de la vieille maison, sous la planche battue, quelque chose restait scellé et prêt à parler. L'aube suivante brûla d'une lumière froide. Antoine se leva avant son réveil habituel, comme si le monde lui permettait encore quelques heures de concentration avant le tourbillon. Il n'était plus seulement un homme qui rangeait sa carrière dans une boîte. Il était à la tête d'une énigme qui exigeait des gestes précis et des silences respectueux. Marc et l'équipe technique arrivèrent à l'aube, visage fermé, prêts à exécuter les ordres qui avaient été préparés toute la nuit. Les procédures furent rapides, méthodiques. Un magistrat délivra un mandat de perquisition élargi pour l'ensemble de la propriété et des annexes. Une commission rogatoire fut adressée à la banque locale pour obtenir les relevés. Un officier de justice demanda le placement conservatoire des biens matériels trouvés dans la cave. Ces objets brillants qui, désormais, n'étaient plus curiosités, mais indices d'un possible réseau de profits illicites. Antoine restait à la périphérie des opérations, écrivant, signant, autorisant, faisant en sorte que chaque geste tienne à la fois de la prudence et de la compassion. Soraya fut interpellée au petit matin, dans la cuisine, alors qu'elle servait un café tiède et que ses mains ne tremblaient pas. Elle pâlit, puis reprit une façade de femme ordinaire, murmurant que la maison lui appartenait depuis longtemps. Pierre fut arrêté plus tard, à l'orée du jardin, la main sur une pelle, comme si la terre pouvait cacher sa vérité. Clara fut localisée chez une amie et amenée en tenue de sommeil, désorientée et cassée. Chacun passa par la garde à vue, procédure inévitable qui imposait respect et distance. Antoine, qui dirigeait l'enquête, gardait pour lui une attention particulière. Il savait que l'autorité policière pouvait se muer en domination si elle n'était pas tempérée par l'écoute. Les interrogatoires furent menés dans un cadre professionnel, sans fureur, cherchant à tirer des faits et non des confidences extorquées. Pendant que la machine judiciaire s'enclenchait, Antoine continua de visiter l'hôpital. Frédéric s'était réveillé et déambulait parfois, encore fragile, mais avec des gestes qui s'habituèrent aux soins. Il aimait tenir la cuillère, sentir le froid du métal, regarder la lumière traverser la fenêtre et dessiner des carrés sur le sol. La psychologue de l'unité, Sophie, travaillait avec douceur. Elle fit installer une caméra pour que les auditions de l'enfant, si nécessaire, se déroulent dans des conditions qui n'aggravent pas ses traumatismes. Antoine ne souhaitait pas que l'enfant soit exposé plus qu'il ne le fallait. Il savait que la justice devait entendre les faits, mais que la dignité de Frédéric avait priorité. Les premiers éléments matériels consolidèrent des hypothèses, des transferts bancaires nombreux et récurrents, des actes d'achat sous des noms d'emprunt, des échanges d'objets de valeur enregistrés sous des comptes opaques. Un notaire ancien, contacté par le parquet, confirma l'usage d'une signature falsifiée pour des actes de propriété. Les papiers et les photos retrouvés dans la cave correspondaient à des familles disparues, signalées autrefois comme des dossiers irrésolus. Il fallut aussi confronter la question, plus douloureuse, des morts non élucidées. Le carnet intime comportait des entrées cryptiques qui, mises en parallèle avec des indices nouveaux, autorisèrent la demande d'experts médico-légaux. Sur ordonnance du juge d'instruction, des fouilles prudentes furent menées sur des propriétés liées aux comptes et aux transferts. Des expertises confirmèrent que des décès survenus autrefois, classés comme accidents ou causes indéterminées, faute de preuves, méritaient nouvel examen. Les résultats n'étaient pas des spectacles, il s'agissait de noms qui retrouvaient, pas à pas, une forme de vérité. Une des scènes d'entraînement judiciaire qui troubla Antoine fut la confrontation entre réalité et représentation. Les médias tentaient de transformer le dossier en série d'émotions. Certains commentateurs croyaient tenir, sans preuve, une histoire complète. Antoine imposa la retenue. Il demanda au procureur de limiter les communications publiques et de protéger l'identité de l'enfant. Il obtint l'ordonnance qui préservait la confidentialité. Les journalistes vinrent quand même, mais l'air qui entourait le commissariat était désormais celui d'une cour d'enquête plus que d'une salle de spectacle. La garde à vue fut un exercice de patience. Soraya, d'abord lisse, finit par fissurer. Son récit alternait dénégation et aveux partiels. Elle évoquait des dettes, des engagements pris face à des pressions qu'il avait dépassées, la nécessité de garder une façade. Elle nia la violence délibérée, parlait de négligence retenue, de manque, et s'enroulait autour d'explications qui cherchaient à désigner l'argent comme moteur, plutôt que la cruauté comme choix. Pierre, de son côté, se mua en silence. Il ne nia pas tout, mais ne s'accusa pas. Ses yeux trahissaient une familiarité avec la colère, une proximité avec la brutalité que les mots n'osaient pas dire. Clara pleura, bégaya et évoqua une jeunesse perdue, des complicités forgées d'habitude plus que d'intentions préméditées. Le parquet décida de mettre en examen pour détention illicite d'enfants, maltraitance aggravée, usurpation d'identité et recel d'objets provenant de sources criminelles.
Les chefs d'accusation étaient précis. Ils traduisaient, point par point, les présomptions établies par des preuves matérielles, des témoignages, des mouvements d'argent et des documents falsifiés. La mise en examen n'était pas une condamnation, c'était l'ouverture d'une instruction destinée à rassembler des éléments encore plus solides. Au milieu de ce travail judiciaire, Antoine se trouvait exilé de sa retraite projetée. Les petits plaisirs qu'il avait imaginés, planter des carottes, lire sur un banc, se transformèrent en projets concrets de protection. Il s'inscrivait à une formation à la protection de l'enfance, apprit les subtilités de la mise sous tutelle, échangeait avec des travailleurs sociaux pour comprendre comment accompagner un mineur à long terme. Il commença à se préparer à la responsabilité qui, jusqu'à présent, lui avait semblé presque étrangère. Devenir un gardien, non seulement dans la loi, mais au quotidien. Les semaines qui suivirent furent rythmées par des audiences préliminaires, des expertises, des enquêtes bancaires minutieuses. Le sceau du dessin de la voiture demeurait pour Antoine une sensation obsédante. Il en fit le fil rouge des interrogations. À quelle date la voiture était partie? Qui l'avait conduite? Sur quelle route le petit corps avait été laissé ou caché? Pourquoi des familles avaient cessé d'exister sans que personne, à l'époque, ne s'aperçoive du fil invisible? Les réponses vinrent en morceaux, parfois contradictoires, parfois troublantes. Transfert d'argent vers des comptes au Luxembourg, actes notariés prouvant des donations simulées, des lettres signées d'un nom qui n'existait pas. Il y eut un moment clé où la défense tenta de retourner la logique, accuser une partie tierce d'avoir poussé les accusés au profit, prétendre que Soraya n'était qu'une exécutante, que Pierre avait été manipulé, que Clara n'avait fait que suivre. Antoine sentit ce jeu et sut qu'il fallait tracer une ligne. Les responsabilités pouvaient être différenciées, mais la loi devait reconnaître la part active de chacun. Les services financiers rendirent publics des flux qui ne laissaient aucune place à la coïncidence. Les actes de propriété, recoupés avec des comptes bancaires et des lettres cachées, formèrent un faisceau probant. Pour Frédéric, tout ce mouvement fut à la fois un éclaircissement et un tumulte. Les flashbacks qu'il offrait demeuraient fragmentés, l'odeur d'un pain chaud, la sensation d'un bras qui l'écartait d'une table, la colère muette d'un homme frappant un mur et non le visage. Ces fragments naissaient plus en sensations qu'en phrases, en craintes qu'en récits. Parfois, au centre de la nuit d'hôpital, il dessina la voiture encore, mais autour il commençait à ajouter des mains qui l'aidaient, des bancs, des visages tranquilles. Ces cernes de sécurité qu'il dessinait furent pour Antoine comme des offres d'amitié. L'enfant lui tendait la main en petits traits. La procédure prit une allure de marathon. Le juge d'instruction ordonna la mise sous scellé des biens et la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire pour gérer les comptes saisis. Le procureur obtint que les sommes suspectes soient gelées, le temps de l'instruction, une nécessité pour empêcher la dispersion des biens. Antoine observa ces décisions avec un sentiment mêlé. D'une part, la satisfaction d'avoir contribué à préserver ce qui pourrait revenir à un enfant lésé. D'autre part, la conscience que la richesse ne rendrait pas l'âme de celui-ci entière. La première audience publique eut lieu plusieurs mois plus tard. La salle d'audience fut pleine d'un silence lourd, palpable. Antoine dut témoigner. Il raconta, avec la précision de l'enquêteur, la découverte initiale, la numérotation des pièces à conviction, la chronologie des appels, la conduite des perquisitions. Il n'épargna pas ses propres hésitations. Il admit avoir écrit dans le cahier de Frédéric, avoir prononcé ces mots qui étaient devenus une promesse. Sa voix ne trembla pas quand il décrivait la première pomme partagée, mais son regard se fit moins sec quand il évoqua la main de l'enfant sur sa manche. La salle parut retenir son souffle. Pas d'émotion spectacle, seulement la coupure entre devoir et humanité. Les accusés se défendirent selon des stratégies variées. Soraya, maintenant visiblement fragilisée, tenta d'expliquer son rôle comme un enchaînement de compromis. « J'ai cru faire le bien », dit-elle, des larmes montant à la voix. Pierre, plus rancunier, nia l'intention de nuire. Il reconnut certaines fautes, mais assura ne pas être l'instigateur de ce qu'on lui reprochait. Clara balbutia, affirmant être prisonnière d'une dynamique familiale qu'elle n'avait pas su rompre. Les avocats insistaient sur la nuance. Il fallait séparer la malveillance systématique d'actes isolés. Mais les preuves matérielles, les transferts et les lettres cachées parlaient autrement. Les témoins furent entendus. Anciens voisins, un notaire aujourd'hui retiré, des employés de banque. Les experts financiers expliquèrent des circuits complexes mais décryptables. Les psychologues décrivaient l'état de l'enfant et le risque qu'il courait s'il était exposé à des procédures trop longues. Le juge des enfants, lors d'une audience séparée, prit la mesure de la fragilité. Il octroya une mesure de protection renforcée, plaçant Frédéric sous la responsabilité temporaire d'un service dédié, jusqu'à ce qu'une solution de tutelle puisse être envisagée. Il s'agissait d'un compromis juridique, garantir la sécurité immédiate tout en laissant la porte ouverte à une solution familiale. Antoine, à l'écart, s'étonnait d'une émotion qu'il n'avait pas prévue. Il était formé à l'action, à l'intervention. Il n'était pas préparé à l'intimité longue d'un accompagnement. Pourtant, la sensation de devoir, celle qui l'avait animé durant 32 ans, trouvait ici un nouveau terrain.
Il s'inscrivit comme visiteur régulier, obtint le droit d'accompagner certaines démarches administratives et se lia très vite avec Sophie, la psychologue, qui lui proposa une formation élémentaire sur la posture à tenir avec un enfant traumatisé. La progression fut lente, faite de petits gestes, apprendre à laisser l'enfant décider de sa proximité, accepter le silence, suivre des routines qui rassurent. L'instruction révéla des pans supplémentaires du mécanisme. On retrouva des correspondances avec des intermédiaires, des envois à l'étranger et, tragiquement, des dossiers d'assurance sous des noms fictifs. Les expertises médico-légales, enfin, conclurent que 2 anciens décès, autrefois classés sans suite par absence de preuves, méritaient d'être qualifiés de homicide volontaire. L'annonce frappa la ville d'un élan de stupeur. Des vies avaient été prises, puis cachées par une organisation de profit. Les coupables potentiels furent mis en examen élargi. Le procès, inévitable, se profilait. Pendant ce temps, la maison attira une attention différente. Avec l'accord du juge, des travaux de mise en sécurité furent entrepris. Antoine, qui s'était promis une maison à lui, se trouva à organiser la rénovation pour en faire un lieu digne pour l'enfant. Les murs furent assainis, la cave sécurisée et la chambre de Frédéric redessinée par une association locale qui offrit meubles et des joies basiques. Les premières nuits où l'enfant dormait dans un lit normal, sans barreaux ni épaisseur de couvertures usées, Antoine sentit une petite victoire et en même temps une responsabilité plus nette. Ce lieu ne pouvait redevenir un piège sous aucun prétexte. La lente mise en place d'une structure de protection financière pour Frédéric fut un chapitre complexe. Le tribunal décida d'un séquestre des biens saisis, une procédure judiciaire nomma un curateur spécial pour gérer les fonds et les objets de valeur afin qu'ils soient préservés au bénéfice de l'enfant. Un fonds fiduciaire fut proposé, administré par un service indépendant, avec l'obligation de présenter des comptes dès que toute mesure judiciaire le permettrait. Antoine n'eut pas le choix de prendre l'argent en main, la loi l'empêchait, mais il put veiller à la nomination d'un administrateur qu'il connaissait et en qui il avait confiance. La question de la tutelle, elle aussi, prit du temps. La protection judiciaire initiale laissa place à une évaluation pluridisciplinaire. Un travailleur social fit des visites à domicile, la psychologue constata l'évolution positive du garçon en présence d'Antoine et un rapport médical souligna la nécessité d'un environnement stable. L'agrément pour une forme de tutelle temporaire dut respecter des étapes administratives, formation, vérification des antécédents, entretien avec des services sociaux. Antoine accepta les contraintes, sachant que ses années de service, son casier vide et son implication sincère plaidaient en sa faveur. Les mois passèrent, ponctués d'audiences et de petites victoires. Frédéric commença à apprendre à lire avec une petite institutrice bénévole, passa un après-midi à sentir la terre d'un potager et reconnut une pomme à l'odeur, non plus par manque mais par souvenir. Son cahier se transforma, les dessins de la voiture s'espacèrent, il y peignit un banc, une table à partager. Un soir, il prit la main d'Antoine sans préavis et dit « Ta main est chaude, on peut rester ici ?» Antoine comprit que la question n'était pas juridique, elle était humaine. Il répondit sans grand mot « Oui, on va rester. » Le procès principal s'ouvrit dans une salle qu'on savait pleine. Le dossier, nourri par des mois d'enquête, fut présenté par le procureur avec force documents, expertise et témoignages. L'accusation évoqua non seulement la privation et la mise en danger d'un mineur, mais aussi un système d'appropriation d'identité et de recel de biens. Les avocats de la défense tentèrent des stratégies de minimisation, de remise en cause de la chaîne de preuves ou de renvoi de responsabilité. Les débats furent âpres, parfois froids. Antoine, appelé à nouveau, raconta encore une fois la découverte initiale, mais ajouta les pas plus lourds, la poursuite de l'enquête, la préservation des éléments et les impacts visibles sur l'enfant. Un moment particulier émut la salle, la projection, en cellule protégée, d'extraits du cahier de Frédéric, des dessins et des phrases courtes qui exprimaient la peur et le désir de sécurité. La juge demanda ensuite si l'enfant souhaitait témoigner. La décision fut prise avec précaution. Son témoignage, si nécessaire, se ferait par voie d'audition protégée, sans confrontation frontale, avec des spécialistes présents. Le tribunal prit en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, il refusa toute exposition qui risquerait de revivre les traumatismes. À la fin des débats, la décision tomba. Les personnes mises en examen furent condamnées à des peines qui respectaient la gravité des faits. Détention illégale et maltraitance avérée conduisirent à des peines privatives de liberté, assorties d'interdiction de contact avec des mineurs et de mesures de réparation symboliques. Pour les chefs plus graves, l'instruction se poursuivit à l'encontre de complices d'une hiérarchie plus vaste, d'autres audiences furent programmées. La justice se déployait en temps réel, avec ses lenteurs, ses précautions, mais elle rendait par ces mesures une forme de reconnaissance aux victimes. Quant aux biens, le tribunal confirma le séquestre et ordonna la création d'un fonds de tutelle, géré par un établissement public, dont les revenus seraient affectés à l'entretien, à la scolarité et à l'accompagnement médical et psychologique de Frédéric jusqu'à sa majorité. La décision boitait un moment d'espérance. La fortune découverte ne deviendrait pas un outil de spectacle, mais un moyen pour réparer, lentement, autant que possible, des vies brisées.
La question de l'adoption fut une autre rivière aux rapides. En France, l'adoption d'un mineur par un ancien fonctionnaire exigeait le feu vert du juge des tutelles, l'accord des services de protection de l'enfance et une période d'observation. Antoine ne pouvait transformer son affection en droit du jour au lendemain. Et il accepta une tutelle provisoire avec des visites supervisées, devint le tuteur légal pendant 1 an sous la supervision des services sociaux et suivit toutes les démarches nécessaires pour montrer qu'il était capable d'assumer une parentalité stable, budget, logement sécurisé, rythme de vie, capacité à accompagner psychologiquement un enfant traumatisé. Les mois s'étirèrent, faits de progrès et d'étapes. Frédéric fit des progrès en langage, reconstitua une petite histoire autobiographique avec l'aide d'un thérapeute et un jour, pour la première fois depuis le début, demanda à Antoine s'ils pouvaient aller au marché ensemble pour choisir des graines. Antoine choisit des graines de carottes, le même rêve que celui qu'il avait caressé à la veille de sa retraite. Planter ces graines devint tout rituel. Chaque graine mise en terre était une promesse, muette, d'avenir. La famille sociale se reformait alentour. Des voisins apporteraient des chaises, une petite table, des livres d'enfants. Les collègues d'Antoine organisèrent une cagnotte pour financer un goûter d'anniversaire, modeste mais choisi avec soin. La communauté ne se substituait pas à la justice, elle cousait autour d'un garçon des repères qui lui appartenaient enfin. Un après-midi, alors que les feuilles commençaient à jaunir, Sophie, la psychologue, remit au juge un rapport favorable. La relation entre Antoine et Frédéric était stable, l'enfant montrait des progrès et la présence d'Antoine dans la vie du garçon assurait un cadre sécurisant. Le juge des tutelles accorda une tutelle à Antoine, d'abord de manière limitée, avec rapport trimestriel, puis au fil du temps, les conditions furent réunies pour entamer une procédure d'adoption. L'adoption fut la lente addition d'instants. Il y eut des entretiens, des évaluations psychologiques, des visites de la famille élargie potentielle, la signature de documents. Antoine, qui avait prévu de ranger ses insignes dans un carton, rangeait désormais dossier après dossier pour prouver qu'il était prêt à être père. À chaque étape, il ressentait le poids de l'histoire, la sienne, celle d'un enfant marqué par l'abandon, et le privilège fragile d'être choisi par un garçon pour lui offrir un foyer. Le jour où le jugement d'adoption fut prononcé, il pleuvait doucement. Antoine et Frédéric étaient accompagnés de quelques témoins, Sophie, Marc, une voisine et une institutrice. La juge prononça des paroles de clôture qui portaient la solennité d'un engagement civil. L'adoption n'effaçait pas le passé, mais elle offrait une reconnaissance juridique de ce que l'enfant et l'homme s'étaient déjà donné l'un à l'autre. Après la lecture du jugement, Antoine leva la main, prit la sienne et murmura « Tu peux m'appeler papa si tu veux ». Frédéric répondit par un sourire presque timide, et les deux se serrèrent. Le temps qui suivit ne devint pas magique. La guérison se fit en marche. Certaines nuits, le garçon se réveillait en sursaut, la respiration courte. D'autres jours, il riait au spectacle d'une coccinelle. Antoine apprit à gérer les inquiétudes ordinaires d'un parent, une fièvre, une mauvaise note, un camarade fuyant. Il réapprit aussi à rendre compte, aux services de protection, aux discussions scolaires, aux réunions administratives qu'il n'avait jamais imaginé tenir. Sa retraite, telle qu'il l'avait conçue la veille de la maison, avait disparu. Mais ce qu'il endossait à présent avait une acuité nouvelle. Il se présentait comme quelqu'un qui continuait à servir, mais sur un autre front. La maison, rénovée, devint la scène d'une autre vie. Les murs gardèrent quelques traces. Antoine refusa d'effacer complètement les marques anciennes, pour qu'elles servent de mémoire. Mais il repeignit les chambres, installa un coin lecture sous l'escalier, planta un banc au soleil. Le dessin de la voiture fut encadré et accroché dans le couloir, non comme un rappel douloureux, mais comme un témoignage de passage. La voiture qui partait ne devait plus être un signal d'abandon, mais celui d'un récit interrompu et désormais repris. La presse, qui d'abord avait encadré l'histoire comme un feuilleton, s'éclipsa petit à petit, laissant la place à la vie quotidienne. Les collègues d'Antoine vinrent le voir parfois, lui apportant un thermos de café et racontant des nouvelles légères. Ceux qui avaient servi avec lui reconnurent qu'une carrière pouvait finir autrement que sur un carton d'archives. La leur célébrait parfois en silence, un geste devenu intime. Quelques années plus tard, Frédéric devint un adolescent mesuré. Il gardait une réserve, mais il se permit des projets. Il voulait apprendre le dessin, puis, pourquoi pas, la menuiserie, un désir qui apparut après qu'Antoine lui eut offert un vieux tabouret à réparer. Leur relation n'était pas faite d'excès d'affection, mais d'habitudes tranquilles. Un repas commun, la remise d'un devoir, une promenade au bord d'un étang où Frédéric aimait voir les canards. Antoine, pour sa part, apprit la joie simple d'avoir une main qui cherche la sienne sur le trottoir, d'entendre un petit rire discret dans la nuit, de savoir que quelqu'un l'appelait « papa ». La justice, dans sa lenteur, empêcha toute revanche à tire. Certains protagonistes furent condamnés à des peines longues, d'autres virent leur responsabilité nuancée par la procédure. Le juge ordonna des mesures de réparation, financières et symboliques, et fit en sorte que les biens confisqués soient effectivement mis au bénéfice des victimes identifiables, à commencer par Frédéric.
L'existence d'un fonds sécurisé permit de financer son éducation et de fournir des ressources pour un suivi thérapeutique durable. Un soir d'automne, alors que la maison se réchauffait au simple rougeoiement d'une bouillotte et que des pensées de retraite revenaient parfois dans la tête d'Antoine sous la forme de rêves, un banc au soleil, des carottes qui poussent, il regarda le garçon, maintenant un peu plus grand, ranger ses crayons. Frédéric leva la tête, observa la fenêtre, puis dit « Tu te souviens de la première pomme ?» Antoine sourit. « Oui. » Le garçon ajouta avec une maturité fragile « Merci de ne pas m'avoir laissé. » Les mots furent courts, mais ils contenaient l'essentiel, reconnaissance et la conscience d'une autre route possible. Le dernier jour officiel d'Antoine comme policier resta une date singulière. Officiellement, il prit sa retraite, reçut des collègues et signa quelques derniers actes. Mais la vie qu'il prit ensuite fut le prolongement de ce jour. Il passa d'un uniforme à des pulls plus doux, d'un bureau de commissariat à un jardin de maison, d'un bureau où l'on comptait les affaires à un espace où l'on comptait les pommes plantées. Il n'avait pas fui son ancienne mission, il l'avait redéfinie en père, en tuteur, en homme présent. Le souvenir de la cave, de la trappe et du carnet restait vivace. Parfois, quand il attendait Frédéric à la sortie de l'école, il repensait à la clé lourde qui lui avait permis d'entrer pour la première fois. Il la gardait dans un tiroir, non plus comme un instrument d'ouverture, mais comme une relique. Ce jour-là, alors que son dernier service avait basculé en mission personnelle, il avait choisi de répondre à un appel qui n'était pas le sien et d'en faire sa vocation. La maison s'éclairait désormais de petites routines. Le dessin de la voiture, dans le cadre du couloir, fut remplacé un matin par un autre dessin, un banc sous un arbre, 2 silhouettes assises côte à côte. Antoine le regarda longtemps. Il entendit, à travers le temps, le silence initial de ce matin-là, la tasse de café, le ronderon de la machine et la pensée qui avait traversé sa routine. Demain je raccroche. Ce demain avait cédé la place à une suite plus exigeante, plus fragile et pourtant plus vraie. Parfois, dans la nuit, Antoine repassait le fil des faits. L'appel, l'ouverture de la porte, la main frêle sur la manche, la découverte de la cave scellée. Il savait que les blessures ne s'effacent pas, qu'il y aurait des rechutes, des rendez-vous manqués, des moments où l'enfant préférerait fuir plutôt que d'affronter des certitudes. Mais il savait aussi que la présence, la constance et la loi avaient opéré ensemble. La justice avait montré qu'une blessure peut trouver un écho, la société qu'elle pouvait réparer en partie, et l'amour, parfois discret, parfois administratif, qu'il puisse être le lieu d'un futur. Le dernier jour officiel d'Antoine fut donc, paradoxalement, le commencement le plus inattendu de sa vie. Il n'avait pas quitté la fonction publique pour un canapé paisible, il avait embrassé une responsabilité singulière. Il ne s'agissait pas d'héroïsme spectaculaire, mais d'un choix patient, continuer à servir, hors de l'uniforme, en tant que repère, père, compagnon de route. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits où le quotidien révèle des destins bouleversants. Et si vous avez un souvenir d'un geste de solidarité qui a changé une vie, partagez-le en commentaire. Parfois, la parole prolonge la réparation.